Monde numérique. Mistral va souffler fort, attention les yeux, la pépite française de l'intelligence artificielle dévoile ses ambitions. Est-ce le vent qui fera décoller la France en IA ? On en parle dans cet épisode de Monde numérique, le grand débrief. On va parler aussi de Google. Ce mois-ci, c'était les annonces de la Google I.O. qui ont marqué l'actualité. On va s'interroger un peu pour savoir où tout cela nous emmène et puis si ça va changer la face du web notamment, avec les agents. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette vague anti-IA qui semble monter ici et là ? L'ex-patron de Google hué par des étudiants, des data centers qui énervent des militants, un peu partout, en Europe, aux États-Unis. D'où vient cette colère ? Qui est responsable ? On parle de tout ça ce mois-ci dans le grand débrief de Monde numérique. Avec mes petits camarades que j'ai le plaisir d'accueillir. Salut petit chenapan, François Sorel et Bruno Guglielminetti. Nous sommes les petits chenapans de Jérôme Colombin, c'est sympa. Ça vous plaît les petits chenapans ? Cool. Ouais. J'adore. Les amis, merci d'être là, je suis ravi. On a eu des galères techniques insurmontables et inimaginables avant de pouvoir démarrer. Mais c'est parti pour cette nouvelle édition du Grand Débrief de Monde Numérique, épisode du mois de mai 2026. Cette émission vous est proposée avec le soutien de FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro, c'est un opérateur pour les indépendants, les TPE, les PME, mais aussi les grandes organisations à travers leurs solutions experts. Connectivité, cloud, télécom, cybersécurité, FreePro couvre l'ensemble des besoins numériques des entreprises avec des solutions souveraines. Les infrastructures, les technologies et les équipes sont opérées en France. FreePro maîtrise la chaîne de valeur des données de bout en bout. En plus, des équipes d'experts dédiés accompagnent les projets au plus près grâce à une dizaine d'agences réparties sur le territoire. Expertise, proximité, simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com. Monde numérique, le grand débrief. Bon, moi, ça m'a épuisé, ce qu'on vient de faire depuis 30 minutes avant d'appuyer sur le bouton REC. Vous étiez mort de rire. Ah là là, merci Jérôme. Parce que Quel spectacle. On commence avec 36 minutes de retard, mais qu'est-ce qu'on a ri. Merci beaucoup. Le Jérôme Comedy Club, ça c'était bien. Oh là 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 là. J'ai été trahi par la technologie comme d'habitude. Je ne remercie pas. On avait l'impression d'avoir un savant fou spécialisé dans l'audio qui pétait un câble. Il y avait des bruits de Larsen partout, des échos, et toi qui criais des insanités, c'était terrible. Mais c'était tellement drôle. Bruno, on a ri quand même. Hein. Ah ouais, vraiment. ouais. Non, franchement, merci beaucoup. Vous êtes Jérôme, sympa. Sérieusement, là, si tu cherches une troisième carrière, je pense que la comédie technologique, c'est pour toi. C'est vrai, je pourrais faire un sketch. Je pense qu'on aurait dû passer un bout parce que franchement, les gens auraient adoré. Vous auriez adoré. Vous voulez en voir un petit bout de ce making-of oui, un petit bout. Où on écoute. Il te reste quelque chose. Je regarde ce que j'ai dans les tiroirs, si je peux vous passer un bout de ce making-of mémorable. Peut-être à la toute fin. Alors, les gens, quand ils auront écouté, restez jusqu'à la fin. Tu vois, l'homme de radio, il faut teaser jusqu'à la fin. Ouais, c'est vrai. Teasons jusqu'au bout. Bon, du coup, là, on est quand même sur une installation de fortune. Donc, je suis sur un iPhone. Donc, j'ai une incrustation avec les cheveux verts. Au prix que c'est vendu en iPhone, tu peux dire que c'est une installation de fortune. Hein, c'est pas... C'est vrai. Quand tu vois le prix de l'iPhone, c'est pas vrai. Ça n'a pas une fortune. Ouais. Bon, malgré tout, on y est. Donc, on va essayer de faire cette émission proprement. Et puis, merci pour votre patience, les gars. C'est vraiment cool parce qu'en plus, je déteste comme ça faire perdre du temps aux gens. Et je le dis, j'ai été trahi par une grande marque, je le dis ou pas, une grande marque espagnole d'accessoires et de périphériques. Ouais, Elgato, si vous pouviez éviter les mises à jour comme ça, censées réparer des bugs que je vous ai signalés pour finalement faire péter toute mon installation. Il n'y avait plus rien qui s'allume. Enfin, une tragédie. Donc, merci beaucoup. Reprenons nos esprits. Heureusement que Jérôme n'est pas pilote de la mission Artemis. Sinon, on était perdu dans l'espace. Hein. T'imagines, on est à 6000 km d'altitude. Tous les voyants sont éteints. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai mis à jour le firmware. Appelez-moi les Espagnols. Enfin, le cauchemar, quoi. Là, j'imagine la capsule qui continue à tourner autour de la Lune. c'est ça. Et nous, tu sais, complètement ahuris par cette situation. Enfin, bref.
Abominable. Bon, j'avais préparé un texte bien sérieux, tout ça, pour introduire les différents sujets. Et je voulais tout d'abord qu'on parle de cet événement qui est tout récent, en fait. Hein, c'était le 28 mai, jeudi 28 mai, sous la verrière du Grand Palais à Paris. C'était l'endroit qui avait accueilli, donc on s'en rappelle, le sommet de l'IA en février 2025. Et bien là, c'était une espèce d'autre sommet de l'IA, mais un show privatisé par Mistral AI, la start-up qui faisait son événement baptisé AI Now Summit, avec pas mal d'annonces concernant Mistral, bien entendu, mais en tout cas aussi une vraie ambition affichée sur place. Et moi, j'avais envie qu'on commence par ça, parce que au-delà des annonces qui concernent une entreprise privée en particulier, je voudrais vous poser la question très solennellement, à l'un et à l'autre, et surtout à toi, François, qui était aux premières loges, parce que tu étais sur place, tu as fait Tech & Co sur place, avec interview d'un des cofondateurs de Mistral. Selon vous, Mistral peut-elle sauver la France en matière d'IA? Oula, j'entends bien. Bon. C'est une question compliquée, ça, hein? Oui ou non? Oui ou non? Merci. Oui ou non? On passe au deuxième sujet. Bon, non, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est que j'ai l'impression qu'on met énormément d'espoir dans cette entreprise qui fait quand même tout ce qu'elle peut pour aller dans le bon sens. Il multiplie les produits, les contrats. Donc, ils sont sur tous les fronts. Ils ont même annoncé qu'ils envisageraient peut-être un jour de fabriquer leur propre processeur. Donc, il y a une super énergie, il y a une grosse volonté, il y a des moyens. Il y a aussi des moyens financiers. Et quand on sait où on se situe, nous, par rapport aux tout-puissants acteurs américains et chinois, on se dit, ben voilà, est-ce qu'on a raison de croire en Mistral? Est-ce que c'est... alors l'avenir de la France, évidemment, je caricature, mais est-ce que vraiment ça va nous permettre de prendre une place prépondérante en matière d'IA ou simplement de sauver les meubles? Alors, c'est important et intéressant parce que c'est vrai qu'il ne faut pas, je pense, mettre en frontal et comparer Mistral à OpenAI, Non. à Anthropic, etc. parce que les échelles d'investissement n'ont rien à voir. Hein. Quand on parle de milliards chez Mistral, on parle en dizaines ou centaines de milliards chez OpenAI et Anthropic. Là, on est Donc, dans c'est 1000 pas du tout milliards chez Anthropic. Là, ouais. 1000 milliards de valorisation. Mhm. Ouais, tu as raison. Avec cette levée de 65 milliards hier. Mais je trouve que Mistral, ils sont plutôt intelligents parce qu'ils essaient justement de faire autre chose. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression qu'ils s'éloignent petit à petit du B2C. C'est-à-dire que le chat existe toujours. Hein. Maintenant, ça a été rebaptisé Vibe, mais bon, on voit que c'est un outil qui est plus tourné vers les entreprises et les salariés. Et puis tout ce qu'ils proposent après, c'est, par exemple, des grandes industries européennes, comment on peut leur apporter de l'IA, et ils font ça de manière assez intelligente en allant directement dans le cœur du caractère de l'entreprise. Alors ça peut être BMW, ça peut être EDF, ça peut être CMA CGM aussi, enfin il y en a pas mal. Ils ont signé et annoncé pas mal de contrats avec des grosses boîtes. Et si tu veux, leurs ingénieurs vont, avec toute l'équipe des DSI, etc., voir comment ils vont pouvoir intégrer, distiller de l'IA. Ce que ne fait pas OpenAI, en fait. OpenAI, ils vendent des services un petit peu sur étagère. Et je pense que c'est ça qui est plutôt malin, c'est de personnaliser et de faire de la joaillerie, si tu veux, pour les industries. Ils font carrément venir des équipes entières, si tu veux, dans les boîtes qui vont rester des semaines et des semaines pour intégrer l'IA, tu vois. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Et ce qui est intéressant aussi, et après je laisserai la parole à Bruno, c'est qu'ils ont annoncé leur volonté d'être sur tous les maillons de la chaîne de l'IA. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que, on va dire, des LLM. Ils veulent avoir des data centers, ils veulent stocker de la donnée, ils veulent avoir du cloud et proposer, si tu veux, une offre autonome et donc souveraine en matière d'IA. Et je trouve que c'est très malin. Ils se démarquent des géants américains. Et autant j'étais un peu dubitatif sur l'avenir de Mistral, mais là je trouve il y a quelque chose. Voilà. Après, on verra si la recette prend ou pas, mais c'est plutôt intéressant.
Voilà, c'est pour ça que moi je voulais vraiment avoir votre avis, à la fois toi François qui était à cet événement, qui a couvert, et puis Bruno qui voit ça de plus loin évidemment avec plus de recul de l'autre côté de l'Atlantique au Canada. Comment est-ce que tu perçois les choses? Ben, je pense que, pour l'histoire de Mistral, le point tournant, ça sera cette semaine et exactement pour les raisons, pour lesquelles François a fait la nomenclature là. L'idée de maintenant contrôler toute la chaîne pour offrir ces services aux organisations, je pense que c'est ça la clé qui va les différencier de tous les autres et qui va permettre à la France, mais aussi à tout le reste de l'Europe de se dire: «Nous avons un joueur qui peut nous servir» et c'est là où est toute la différence et c'est là où ils étaient pas encore. Il fallait qu'ils fassent ce pas-là. Là, c'est fait. Maintenant, comment ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont réussir? Parce que c'est quand même énormément d'investissements, beaucoup d'infrastructures. Il y a un savoir-faire qui est pas nécessairement dans la boîte. Je pense au centre de données, je pense à la fabrication des microprocesseurs. Mais bon, on peut aller acquérir ces ressources-là, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Mais au moins, il y a une vision et souvent, dans ce contexte-là, c'est ça qui manque. Là, vous l'avez. Mais de l'autre côté, il y a d'autres Et joueurs. une vision ambitieuse. C'est Oui. très ambitieux, Ah, c'est c'est affiché très comme tel. ambitieux. Ouais. 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 Mais tu vois, de l'autre côté, il y a d'autres joueurs aussi qui sont dans le décor et je vous parlerai, en fier Canadien que je suis, de Cohere, qui est une compagnie, qui est là depuis les tout débuts de l'IA, au même moment qu'Anthropic et OpenAI. Et qui fait quoi, eux, Bruno? Des LLM aussi? Cohere, C-O-H-E-R-E. OK. Et c'est une entreprise canadienne qui fait exactement ce que Anthropic a fait dès le départ, c'est-à-dire miser sur le volet B2B. Et eux, ils sont lancés là-dedans. Bon, ce qu'on connaît d'Anthropic, là, c'est leur cloud, mais il y a un gros volet de B2B. Et donc, Cohere, eux, se sont dit, on va pas aller dans le B2C, on va pas servir monsieur, madame, tout le monde. On s'enligne sur les entreprises. Et eux, maintenant, ils sont partout sur la planète. Le mois dernier, ils ont fait la plus récente acquisition. C'était Alep Alpha, qui est un joueur allemand qu'ils ont acheté. Ils ont intégré les équipes là-dedans. Et eux sont en train de s'installer un peu partout à travers la planète. Et c'est l'alternative à un Anthropic ou à un OpenAI. Ils sont en train de s'installer. Ils ont l'oreille des gouvernements, ils ont l'oreille des grandes entreprises, et eux, ils lèvent le drapeau en disant, nous, on est Canadiens. Et puis, vous le savez, si on fait un peu de géopolitique à l'heure actuelle, il y a un énorme rapprochement entre le Canada et l'Europe. Mistral a d'affaires à rouler vite. Parce qu'il y a un Cohere qui a déjà des pieds, un des pieds qui est en Europe. Eux, ils arrivent pour jouer, là. Puis ils arrivent pour faire de la business. Et donc, Mistral, il n'est pas tout seul à vouloir se positionner là. La différence, c'est que Mistral, il est installé en français, en France, pardon, financé par l'extérieur, mais quand même, il est identifié à la France. Et vous avez des joueurs tiers, je parle de Cohere, mais il y en a d'autres aussi dans l'échiquier mondial qui ne sont pas américains, qui ne sont pas chinois, qui vont vouloir aussi aller se positionner dans ce domaine-là. Mais là, Mistral a envoyé un message clair, nous, on s'en va par là. Et moi, je pense que pour vous, c'est une excellente nouvelle. Et ça prouve, oui, François, enfin, ça prouve qu'il y a vraiment une volonté de créer quand même des alternatives, même si, comme tu l'as dit, ils marchent pas exactement sur les mêmes plates-bandes, mais c'est de dire, bah non, tout n'est pas forcément aux États-Unis ou en Chine. Exactement, ouais. Dernière chose, quand on écoute attentivement les trois, Arthur Mensch, mais aussi les deux autres cofondateurs de Mistral, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est l'électricité. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est véritablement le nerf de la guerre, peut-être même plus que la guerre des processeurs. Il faut de l'énergie, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Arthur Mensch l'a dit et répété, il va falloir avoir un plan de réindustrialisation, de création de sources d'énergie, sans doute le nucléaire, il ne faut pas se voiler la face, à la fois en France, mais aussi en Europe, et ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent, parce que c'est l'électricité qui est le cœur de tout cela, en fait. On n'est pas trop mal, en France, avec notre politique de décarbonation de l'électricité, et notamment l'électricité nucléaire. Eh oui, on a beaucoup d'énergie. On a beaucoup d'électricité avec du surplus et elle est bas carbone. C'est ça. Voilà. Mais elle est inscrite donc ça, c'est pas mal. Ouais.
mais elle est inscrite dans un Mais marché monsieur, européen, etc. Ouais. C'est ça qui complexifie un peu les choses, oui. mais je vous pose la question, est-ce que Mistral pourrait faire un partenariat avec des gens ou de Airbus ou d'Ariane et de s'envoyer des centres de données dans l'espace? Ah, alors ça, Est-ce qu'ils vont jouer aussi de ce côté-là? je sais C'est pas. une bonne question, ça. Ils en ont pas Ils parlé. en ont pas OK. parlé là. Parce qu'il y a ça, puis je vous rappelle que l'Europe est quand même entourée d'une masse d'eau assez importante. Il y a tout le volet de l'énergie qui est généré, mais les centres de données là, qui sont installés dans les océans. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui pourrait être innovant. Puis on commence à voir ces formules, tu sais, des façons alternatives d'aller chercher l'énergie ou de Mmh. profiter de l'énergie naturelle. Et j'ai l'impression que s'ils veulent pousser l'enveloppe, ça va être de ce côté-là qu'ils vont Ouais. pouvoir le faire. Après, bon, voilà, tout ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que Mistral va avoir les reins assez solides pour pouvoir, encore une fois, peut-être avoir de nouvelles, levées de fonds? C'est la question, en fait, c'est la question. Et puis, est-ce qu'ils auront le soutien institutionnel et politique? Est-ce qu'ils sont compris? Je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention de Arthur Mensch devant la commission d'enquête Oui. parlementaire à l'Assemblée nationale, Où qui est- il y avait personne. où il y avait personne. C'est Ouais, c'était tellement inquiétant, hein. significatif. C'était un exposé, mais hyper important, fondamental de la situation, etc. Alors bien sûr, il défend le point de vue de sa compagnie, mais avec une vision qui était macro, qui était limpide. Il expliquait extrêmement bien les enjeux, l'importance de l'énergie, comme tu le disais, le fait qu'aujourd'hui, la puissance, c'est d'acheter des tokens. Pour faire des tokens, il faut des gigawatts, etc., etc. Et comment était la France par l'Europe par rapport à tout ça? Et il y avait personne pour l'écouter, à part 3 députés. Et tout ce qui en est ressorti, enfin moi je trouve ça scandaleux, cette vidéo de la présidente de la commission d'enquête, qui est donc une députée écologiste, je crois, qui a fait une vidéo pour faire rigoler tout le monde sur le fait qu'il avait parlé de trillions au moment où il voulait parler de trilliards, ou de trilliards, parce que dans sa tête, ça s'est mélangé avec les trillions en anglais, etc. En anglais. Mais c'était pathétique. Je veux dire, de tout ce qui a été exprimé, c'est tout ce qui ressort, c'est qu'il a confondu, pour une erreur de traduction, une confusion entre l'anglais et le français. Il a eu l'air de se tromper dans les chiffres et on met ça sur le dos d'une stratégie quasiment complotiste qui vise à embrouiller tout le monde, pour embobiner tout le monde, pour faire passer... Je sais pas si vous avez vu, C'est il y a même eu complètement un fou. député qui a dit: «Oui, mais ce data center que vous allez faire, et cetera, ça va avoir un impact environnemental». On en est encore là. C'est-à-dire que pour lui, le fait de créer un bâtiment, dans des champs, bah, ça va avoir un impact Ah bah environnemental. oui, forcément. Mais bien sûr, Tu fais une mais maison, ça fait forcément, tu fais une mais piscine dans bah, ton jardin, oui, ça a un impact environnemental. Alors bien mais sûr, c'est pas la même logique, échelle, c'est logique. mais qu'est-ce qu'on cherche derrière? On cherche Mais tu sais quoi? Je pense qu'il y a une telle méconnaissance de ce sujet et ah personne ne prend au ouais, sérieux ce sujet-là. personne prend au sérieux. Alors, je dis pas peut-être pas personne, mais en tous les cas, beaucoup trop de personnes ne le prennent pas au sérieux et c'est dramatique, c'est dramatique. C'est une faillite, enfin vraiment, et de la part des politiques, c'est fou. Alors ça bouge un peu quand même, il y en a qui se bougent un peu, mais ouais, on ramène tout à des luttes idéologiques et on met ça sur le fait que c'est la grande puissance, de l'argent, des Américains, des trucs, c'est complètement fou. Tiens, et je sais pas si vous avez vu, alors à l'inverse, un article dans TechCrunch qui vient de sortir là, TechCrunch qui est quand même un média américain qui fait un peu autorité en matière de tech, hein, et qui se pose la question, et ça revient à la question initiale que je vous posais, pourquoi Paris pourrait être la ville la plus importante en matière d'intelligence artificielle en dehors de la Silicon Valley? Et ils font tout un papier, notamment sur Mistral. Alors, ils parlent de Mistral et tout. Ils parlent aussi de Vivatech. Bon, en expliquant qu'à Vivatech, il y a 1 an à peine, les discussions, c'était essentiellement les chatbots, les assistants virtuels, les expérimentations grand public, etc. Et aujourd'hui, l'attention se porte sur l'infrastructure, la cybersécurité, le déploiement en entreprise, et toutes les réalités complexes de l'intégration de l'IA. Donc, il y aurait quand même une vraie prise de conscience par beaucoup d'entreprises, en tout cas.
Bon, alors il faut relativiser. En lisant l'article, on découvre aussi qu'il y a un partenariat entre Vivatech et TechCrunch. Donc Ok. voilà. Merci Jérôme de l'avoir Non, mais mentionné. il faut dire les choses comme elles sont. Mais là, c'est Ouais. un article qui expose le truc et qui est quand même sans doute à l'occasion. C'est des journalistes, hein, c'est pas un billet promotionnel. Ça a été fait par les journalistes de TechCrunch à l'occasion du partenariat avec Vivatech, dont ce sera la 10e édition. Eh bien, ils font un peu le point et ils se veulent effectivement très optimistes vis-à-vis de la France et de Paris, ce qui de toute façon est bon à prendre en termes d'image. Hein. Vous en avez besoin, c'est ça qu'il c'est sûr. faut. On en a besoin, Ouais. exactement. Bon voilà, donc Mistral, go, 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 hein, on compte sur eux. Pour l'instant, j'ai l'impression, je trouve qu'ils font pas de faux pas, il me semble, je sais pas ce que t'en penses, François, ou... Pour l'instant, il n'y a pas de... Ils font pas beaucoup de pas. Alors Ah là, si, je ils pense font qu'ils des prennent pas. le temps. Peut-être qu'un jour, ils vont se planter sur un truc ou sur un autre. Tu sais, ici, une parole de travers, ça peut te briser une carrière. Ouais. Oui, mais là, cette semaine, ils ont fait un grand pas, mais quand je le compare avec le reste de l'industrie, c'est pas les gens les plus bavards, c'est pas les gens qui font les plus grandes annonces. Non. Et dans ce contexte-là, c'est ce qu'ils font, ils le font, ils s'y réfléchissent. Et moi, je reviens à ce que François disait. On sent cette semaine qu'il y a une vision qui a été présentée par le grand patron, mais aussi par les cofondateurs. Moi, j'ai écouté l'entrevue que François a fait, longue entrevue avec un moi des aussi, cofondateurs. Écoute, c'était probablement pas le meilleur porte-parole pour l'entreprise, mais on apprend quand même cette volonté, où ils veulent aller. Puis moi, je trouve que c'est sain d'avoir... Puis gardant en tête, hein, c'est rare les entreprises, si je le compare aux autres, là, des boîtes, ils n'ont pas nécessairement plusieurs porte-paroles. Mais chez vous, dans le cas de Mistral, chez vous, il y a le grand patron qui parle sur la scène principale, mais tu as aussi Arthur Menz, CTO qui accorde une longue entrevue dans un média. Moi, je trouve ça sain. Oui. Ouais. Alors après, ce qui sera un petit peu le juge de paix, c'est le chiffre d'affaires et l'argent qui va rentrer. Oui. C'est le business. Parce que c'est ça aussi qu'il faudra scruter. Est-ce que l'argent va rentrer? Est-ce que les clients vont être nombreux? Quel est le business model, en fait? C'est ça. Bien sûr. Et pour l'instant, voilà, il faudra voir. Ouais, mais François, tu as raison. Mais regarde, les géants dont on parle, Anthropic, OpenAI, etc., ils sont pas vraiment profitables. Hein. Enfin, on sait pas trop. C'est très obscur. En plus, là, comme ils préparent leur entrée en bourse, ils ont tendance à gonfler les chiffres. On n'arrive pas à savoir combien coûte exactement l'IA. Quand on paye des petits abonnements à 20 €, 20 ou même 200 €, on sait que tout ce qu'on fait avec, en réalité, ça coûte des 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus aux entreprises. Ils sont toujours quand même dans une phase d'investissement. C'est les investisseurs qui payent. Aujourd'hui, c'est les investisseurs qui payent l'IA. C'est pas... oui, ils ont des revenus, mais heureusement aussi qu'ils ont le soutien de tous les fonds de pension et autres, hein, et des investisseurs. Bon, Ouais. voilà. Et c'est pour ça que et puis je reviens sur quelque chose que j'ai vu passer hier. C'est pour ça que l'avenir pour le consommateur, là, on ne parle pas des grandes entreprises, mais l'avenir pour les consommateurs, ce seront les petits modèles de langage qui seront locaux, qu'on installera sur notre téléphone et qui ne nous coûteront pas des milliers de tokens, et parce que tout sera fait à partir de notre téléphone. C'est ce que dit Luc Julia depuis longtemps, c'est ce que dit aussi... Et d'ailleurs, les gens de Yann Apple, Lequin. c'est là-dessus qu'ils sont en train de travailler. Dans le nouveau Siri, là, j'ai fait un papier là-dessus. Le nouveau Siri, ça va être quoi? Ça va être des petits LLM qui vont avoir été, pas LLM, là, mais des modèles de langage qui vont avoir été entraînés par un énorme Gemini qui va leur donner assez d'autonomie pour être capable de rouler sur les nouveaux iPhones. Et puis, à l'occasion, quand la demande sera trop complexe, elle sera envoyée sur les serveurs de Gemini, de Google, puis même à la limite, elle pourra être traitée par des processeurs de NVIDIA qui seront autorisés par Apple. Mais je suis content de voir qu'Apple a compris que l'avenir, il est aussi dans le local, dans l'IA, pour les téléphones, pour les ordinateurs, et c'est là où ça va changer. Et c'est là, le jour où les gens vont comprendre ça et qui vont miser là-dessus, que les fabricants vont endosser cette marche-là, tu peux penser que malheureusement, ça va faire aussi moins de revenus probablement pour des plus grands parce que les gens vont comprendre que ils peuvent être plus autonomes et que ça coûte moins cher d'utiliser ça sur leur appareil plutôt que tout le temps relancer un OpenAI ou un Claude ou autre outil là, sur Internet. Très bien. Allez, on passe à la suite.
La suite du grand débrief. Bon, toujours dans des conditions techniques un petit peu précaires, en tout cas pour la vidéo, je m'en excuse. Hein. Ça picote et ça brille, ça scintille de tous les côtés. On fera mieux la prochaine fois, mais normalement le son est bon. Autre événement ce mois-ci, on va remonter un petit peu plus tôt dans le mois, c'était le 19 mai exactement, et c'était en Californie. La grand-messe annuelle de Google, la fameuse Google I.O., avec cette année, plus que jamais, à l'honneur de l'IA et même des agents IA, des agents partout. Bon, on en a beaucoup parlé les uns et les autres, chacun dans nos médias. Avec un petit peu de recul, j'avais envie qu'on y revienne quand même, parce que c'est quand même assez important comme événement du mois de mai, sachant qu'en plus, en juin, il y aura le pendant côté Apple. Donc, je vous pose là encore une question, très solennellement. Google Oui ou est-il non? en train de reprendre la main dans la grande bataille de l'intelligence artificielle? Et surtout, qu'est-ce que ça va changer pour nous, utilisateurs, et au-delà même pour l'écosystème numérique? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de secouer un peu le cocotier, y compris au point de faire du mal à certains qui risquent de se prendre des noix de coco sur la tête? Qu'en pensez-vous, les amis? C'est une belle image, C'est une non? question Bruno, très tropicale. Hein. Bruno, je te laisse avec les noix de coco. Oui, j'en prends une et je t'offre l'autre, François. Vas-y. Ah, c'est gentil. Je Merci. suis comme ça. Moi, oui. La réponse est oui. Oui, parce ils ont depuis janvier, ils ont pris une avance sur la compétition. Je pense que le plus beau symbole de ça, c'est le jour où Apple a annoncé officiellement que c'est Google qui allait créer la nouvelle génération de Siri. Je pense on venait de Ouais. couronner le champion. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, au niveau des services, ce qui a été longuement présenté lors de leur messe en Californie, c'est de voir l'ultime intégration de tous ces agents IA dans notre environnement, que ce soit en ligne, que ce soit en téléphone, puis même à quelque part aussi sur notre ordinateur, mais ce qui remet le fondement même de leur business. Parce qu'au départ, Google, c'est un moteur de recherche. Et là, il est tellement en train d'amener de l'IA qui traite l'information avant de la fournir aux demandeurs, aux requérants, que là, on est en train de changer l'expérience. Et il y a même une réaction. Vous avez probablement remarqué, hein, il y a eu des téléchargements du furteur, par exemple, DuckDuckGo, qui, certaines journées, ont monté à 70 Ouais, de ce qu'était DuckDuckGo, d'habitude. c'est concurrent en fait. C'est un concurrent de Exactement, Google. qui lui est Ouais. basé sur la confidentialité. La vie privée, etc. Ouais, mais c'est pour vous montrer, les gens sont tellement bousculés dans leur utilisation de bons vieux outils qui sont là depuis longtemps, que là, ils se disent: «Ben là, je veux pas que ça change trop». Alors, puis pour quelqu'un qui est hyper consommateur de ce genre de trucs-là, et dans l'environnement de Google, je me dis: «Non, mais où ça va finir?» Moi, ça fait 1 an que j'ai donné, toutes les clés de ma vie Ouais. à Google à partir de mon téléphone. La vie est merveilleuse. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils veulent me rajouter de plus?» Ouais. Même les sous-vêtements de Bruno sont à Oui, Google. ils sont branchés Ils, maintenant. ils savent Ouais. tout, ils savent tout sur lui, c'est Oui, horrible. oui. Très bien. Non, mais c'est vrai. Nous, en plus, nous, on est vieux, on se dit, bon, allez, de toute façon, on s'en fout. Faites ce que vous voulez avec notre vie privée. Non, je plaisante. Mais oui, tu as donné les clés, c'est-à-dire que le moteur Gemini sait tout de toi et peut faire plein de choses à partir de tout ce Mhm. qu'il sait de toi. C'est ça, hein? Oui. Y compris pour le Oui, puis il travail, mais écoute, aussi pour ta vie c'est lui personnelle. c'est lui qui gère depuis des mois mes communications téléphoniques. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai jamais été aussi peu embêté par personne parce Ouais, tu qu'il réponds plus répond à toujours au personne. téléphone à ma place Ouais. et il fait un tri pour savoir ce que je veux pas. Puis à la fin de la journée ou des fois 48 heures plus tard, je me dis: «Ah quand même, il y a telle personne qui m'ont téléphoné, mais bon, je voulais pas leur parler, alors c'est Ça passé tombe tout bien. droit». Ouais. Bah, pétard. Oui, Il faut pas t'appeler si on est dans une situation d'urgence, alors. On est exactement. cuit. Vous me Non, foutez parce la paix. que l'urgence, justement, ce sera trié. Non, tu Oui, tu le c'est vois, Et bien encore sûr. faut-il avoir confiance au tri de Gemini, parce Ouais. que Jusqu'à Oui. maintenant, ils se sont pas trompés. si tu fais une crise cardiaque, Bruno, François, s'il j'ai te pas plaît, lu dépêche-toi. Laissez un J'ai message. pas lu dans les chroniques nécrologiques que quelqu'un était mort en essayant de me rejoindre. Pardon. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais de l'autre côté, c'est la même chose pour les courriels. Les courriels, maintenant, moi, ça fait longtemps, le courrier électronique, là, pour ceux qui connaissent pas le Ouais. mot courriel, euh, Les emails avec un Z. c'est
Oui, ça ça fait, des mois que, Gemini, passe à travers mon courriel, gère, me fait des résumés de conversation. Maintenant, c'est vraiment j'ai pris une habitude. Quand ça fait, c'est presque comment on appelle ça là, une relation épistolaire là, quand vous avez fait une dizaine de courriels de va-et-vient, ben moi je regarde juste le résumé pour savoir: «Ah oui, c'était de ça dont on parlait à la genèse» et puis après, j'embarque tout de suite dans la dernière réponse et c'est là où ça facilite la vie quand on décide de lui céder les clés de sa vie. Mais ça, c'est un pas, c'est de franchir le Rubicon et ça, je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt à le Mmh. faire. Non, et puis en plus, toi, tu as un profil taillé pour ça, Oui, en j'ai un quelque bon sorte. profil, oui. Voilà, tu as un très bon profil. Les deux d'ailleurs, Merci. le droit et le Ouais, gauche comme sont ça? parfaits. Comme Ouais, ça, c'est bon? OK. c'est Ouais, c'est tellement beau. parfait. Vous êtes bête, hein? Oui, monsieur, et on en est Oui, fiers. monsieur, on en Oui est et fiers. on l'assume. Ouais. Et Ouais. on assume. Bon. François, ça t'a Mais là, bouleversifié, François, ta Google? noix de coco à toi, là? Ouais, ta noix de Ne coco. parlez pas ensemble, les amis, s'il vous plaît. Pardon? Vous avez dit quoi, monsieur? Nous disions: «Et toi, ta noix de coco, est-ce que les annonces Google t'ont bouleversifié?» Oui, oui, oui. Alors, il y avait beaucoup d'annonces, beaucoup, beaucoup d'annonces. Mmh. Ça, c'était pour la forme. Après, oui, bien sûr, plein de choses intéressantes. Le search qui est boosté à l'IA. Il y avait aussi cet outil qui détecte les vidéos fake. Je ne sais pas si vous avez vu ça, si vous avez suivi, qui est très intéressant, parce qu'il va falloir quand même trouver une solution un jour à toutes ces vidéos générées par l'IA et qui ne sont pas marquées comme telles. Ouais. Et visiblement, Google, il travaille là-dessus. Il y a eu cette annonce aussi, alors qui est un peu plus hardware, un peu plus sexy, des lunettes, hein, avec Samsung. Ouais. Ouais. Ça, c'est intéressant de voir que, voilà, officiellement, Google rentre dans la danse et sans doute à la fin de l'année, enfin avant la fin de l'année, sortira une ou deux paires de lunettes avec des partenaires aussi stylistiques de lunettes, hein, parce que bon, il faut la tech, mais après il faut aussi des montures plutôt jolies. Donc ça, c'est intéressant, d'autant que bon, avec Samsung, ils prennent pas trop de risques, hein, c'est quand même un très bon partenaire. Donc oui, il y avait plein de choses intéressantes. Après, moi, je me méfie de toutes ces technologies parce que moi, je vais pas aussi loin que Bruno, tu vois, Mmh, mmh dans mh. l'utilisation de l'IA. J'ai pas encore véritablement confiance. Je travaille encore un peu à l'ancienne. Je me sers de tous ces outils, mais de manière assez méfiante, on va dire. Ouais. Mais Les c'est agents, Bruno qui a raison, hein. tu y es pas encore. Mais un jour, nous Non. t'aurons. Moi non plus. Moi, j'avoue que les agents, mais c'est pas de la réticence, c'est un peu du manque de temps et parce que j'ai plein d'envies, Oui, mais on sait pas trop par quel bout prendre le problème. Il faut du temps visiblement pour implémenter des solutions, qui valent le coup, notamment au point de vue boulot et on sait qu'à l'arrivée, le résultat est pas forcément là. Moi, j'ai essayé de faire des choses, d'automatiser, certains trucs pour mon podcast et cetera, mais je me suis vite heurté aux limites, du système. Des trucs tout bêtes, mais downloader un fichier, il a du mal à le faire, et cetera. Bref. Bruno, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 Non? non, non. Ben, tu parles de ton fichier puis des outils d'automatisation. Mmh. Dans ce contexte-là, je pense qu'il y a encore avantage à travailler avec des professionnels. Moi, c'est ce que j'ai fait, Ouais, pour l'instant, on a dans le encore contexte besoin de des mes humains. oui, oui, ben, tout Mmh. à fait. Regarde mon projet là, des 10 versions de 120 secondes de Ah tech. ouais, ça, c'est Tout génial. seul, j'aurais pas été capable de le faire. non, Mais non, non, c'est sûr. Mais avec une boîte Productivia, pour pas les nommer, ces gens-là, là, ça a pris 2 semaines, mais c'est presque un truc, clé en ben, pas presque, c'est un truc clé en main qu'ils m'ont développé et là, toute la chaîne de production, j'ai qu'à y déposer l'enregistrement de mon bulletin de nouvelles du jour, que Mmh. la voix, même pas l'habillage, là, que la voix et ils me produisent 10 versions, aussi bonnes que si moi je les avais fait dans chacune des langues en faisant le montage de chaque émission. C'est bluffant. Puis avec C'est une génial. validation de la qualité, comparative à la version originale, c'est bluffant. Mais jamais, personnellement, je serais arrivé à faire quelque chose comme ça. Ouais. J'avais besoin d'humains qui connaissent la boîte et Ouais, ouais. qui savent faire et programmer.
Et c'est super, tu as une IA qui traduit, qui te double, on dirait que c'est toi, qui parle japonais, qui parle arabe, qui parle tout ça. Et tu as une autre IA qui vient derrière et qui évalue la qualité de la traduction et du doublage. Exactement. Basé sur le texte original français. Et il fait que ça, cet agent IA-là. Ouais. Il y en a 5 qui travaillent en symbiose pour arriver à produire ces bulletins-là. Mais Génial. c'est fascinant de les voir aller. Et puis ça, puis bon, vous le savez, un agent IA, c'est une fraction de seconde là, pour faire des gestes. Alors, en 10 minutes, tu as 10 bulletins de nouvelles qui sont faits. Il faut le faire, là. Version marseillaise, ça n'a pas besoin de l'IA pour le faire. Non, là, je peux le faire tout seul. Il n'y a pas de problème. Ça vaut 10 000 $. Ça vaut. Le Québécois ça, avec Bruno l'accent marseillais. Guglielminetti, notre ami québécois qui fait l'accent marseillais, ça, je peux vous dire que ça vaut, ça vaut son poids de cacahuètes. Je peux te parler de Mistral des heures et des heures. On dirait. Mon Dieu. Comment la série là Il y a une série qui se passe à Marseille avec zut, et avec c'est des Parisiens qui essayent d'avoir l'accent de Marseille et c'est un carnage. Ils se sont fait tuer par les Marseillais. Avec Bon, cela dit, il est au Québec, donc ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent. Les Marseillais ne t'atteindront pas. Ok, bon, écoutez. Mais le jour où tu vas à Marseille, ils parlent normalement. Voilà, c'est ça la question. Tu vois, c'est pas la peine que tu prennes l'accent marseillais. Non, c'est ça, mais ils comprennent très bien l'accent québécois. Merci. François, tu avais suggéré qu'on dise un mot, c'est un peu dans la même veine, d'Amazon et de Alexa Plus. Oui, juste un petit mot parce que c'est la grosse actu aussi de cette semaine. Et je trouve que c'est très intéressant parce que là, on passe véritablement à un usage de l'IA générative massif pour des millions de gens. Alors, il y avait déjà ChatGPT, mais ChatGPT, il fallait quand même, malgré tout, s'y mettre, etc., etc. Bon, il y a plein de gens qui le font, mais là, il y a énormément d'utilisateurs qui ont Alexa, qui vont se retrouver avec un Alexa qui va devenir beaucoup plus intelligent. Beaucoup plus intelligent, qui va pouvoir réserver ta table de resto. Ça, c'est cool quand même, sans être obligé de prendre ton téléphone. Peut-être demain, commander ton Uber. Attends, imagine, tu dis à Alexa, commande-moi un Uber pour aller à Gare de Lyon, ça te prend 5 secondes, alors que sur ton téléphone, tu vois, enfin, je veux dire, il y a vraiment un truc intéressant. Et puis, toujours avec cette couche IoT qui, moi, me plaît, qu'il n'y a pas chez OpenAI et qu'il n'y a pas, alors que Gemini, que Google a, bien sûr, mais en tout cas, le fait de pouvoir aussi commander toute ta maison avec cette intelligence, de créer des phrases, des scénarios dans un langage naturel, moi, je trouve ça top. Ça, c'est super. Et on se rapproche. Ouais. Et tu sais quoi? On parle beaucoup de robotique. Ça va être un peu comme si on avait un robot à la maison. Et je trouve ça très intéressant. Il me tarde de pouvoir le tester et de voir ce que ça donne, si la promesse est tenue. Parce que il y avait un truc qui m'embêtait lors de leur démo, c'est qu'il y avait énormément de latence. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais tu vois, tu commandes, tu réserves une table, tu as 5 secondes entre chaque requête. Quoi. C'est un peu long quand même. Oui, mais parce que derrière, ils mettent en branle plein de choses. Avant, tu avais un outil qui te répondait. Là, ça fait fonctionner plein de trucs derrière. Oui, parce que là ta table, il faut qu'ils appellent The Fork, que l'API The Fork réponde, qu'ils voient s'il y a une disponibilité de table, qu'ils valident, etc. Mais bon, on va peut-être tout ça va être optimisé, j'en suis sûr. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est de voir la localisation du produit. Et d'ailleurs, nous, du côté de l'Atlantique, au Canada, on attend toujours la version canadienne-française. C'est fou, ça. Ouais. Et ça va arriver très bientôt, c'est ce qu'on me dit chez Amazon. Mais je vous envie, parce que d'être rendu là avec Alexa, d'avoir quelque chose qui est déjà plus intéressant au niveau de l'expérience utilisateur, ça va aider des gens. Puis, tu sais, François, là, je comprends l'idée de latence, mais imagine dans l'expérience où de plus en plus de gens utilisent ce type d'outil-là, même dans sa version précédente, pour briser l'isolement. Il y a des gens d'un âge certain qui ont plus de visite nécessairement de leur ami, de leur enfant, puis se retrouvaient avec cette bidule-là, puis ils avaient des conversations avec. Mais on s'entend, ça n'a rien à voir avec la conversation qu'ils pourront avoir aujourd'hui avec un outil comme ça, puis ils pourront vraiment avoir une conversation. Et ça, moi, je trouve ça pertinent, même d'un niveau de santé sociale.
Non, mais c'est vrai, Ouais, ça peut être un outil contre la solitude. Tu as alors, raison. c'est intéressant parce que là, vous positivez quelque chose qui, jusqu'à présent, a toujours été négativé ou négativisé. C'est-à-dire que, au contraire, le discours, consistait à dire: «Attention», et à mettre en garde contre, le fait de parler à une IA comme si elle était humaine, de faire trop d'anthropomorphisme, de trop se confier, du coup, de se retrouver trop dépendant, le discours est beaucoup sur: «Attention, c'est qu'une machine, hein». Et toi, Bruno, mais moi, je trouve c'est intéressant ce point de vue parce que il est beaucoup plus réaliste en réalité. C'est de dire, mais non, mais ok, il y a peut-être des petits risques de confusion et autres, mais ça peut être un vrai support émotionnel, voire psychologique, etc. Notamment pour des gens qui ont des situations de solitude Oui, qui sont réelles. Hein. et on parle de probablement de centaines de milliers, sinon de millions, Bien sûr, juste en ouais. France, de gens qui se retrouvent seuls à passer ou à écouter de la radio ou à écouter de la télé. Mais on s'entend, ces médias-là, c'est toujours d'un seul sens. C'est eux Ouais. qui nous envoient de Mmh. l'information. Là, ils se retrouvent avec un appareil qu'on peut leur laisser et avec lequel ils peuvent avoir, et aujourd'hui, là, ils peuvent avoir une discussion, ce qui n'existait pas auparavant. Moi, je trouve ça génial. Entre rien, parler à personne et parler à une machine, pour bien des gens, ça va faire toute une différence. Le meilleur pour ça, à mon avis, c'est ChatGPT Voice. Vraiment, qui est Oui, impressionnant. tout à fait, tu as Mais, raison. mais Alexa Plus, c'est vrai, peut avoir ce rôle parce qu'en plus, il y a cette enceinte qui a été conçue pour. Bah oui. La bonne nouvelle, c'est qu'aussi les vieilles enceintes fonctionneront avec Alexa Plus. Ça, c'est plutôt cool. Il suffit d'avoir un abonnement Prime pour que ça fonctionne. Alors, je dis il suffit parce que finalement, quand tu vois que tout ce que peut t'apporter Prime, c'est plutôt une Ah, bonne affaire. Hein. ouais. Franchement, notamment en France, hein, où ça coûte pas encore très très cher. Mais tu sais, ça me fait rire ce que tu dis, Jérôme. T'as raison. Il y a plein de gens qui vont dire oui. Est-ce que c'est pas triste de parler à une machine? Mais est-ce que c'est pas triste finalement de ne pas parler? Bien sûr, Parce que c'est le bien problème. sûr. Merci. Le problème, c'est que c'est bien beau de dire ça, mais ces personnes, souvent, les personnes âgées sont seules. Mmh. Oui, Et c'est mieux que rien. C'est pas l'idéal. Je suis d'accord. L'idéal, ça serait d'avoir quelqu'un avec eux, etc. Et peut-être qu'ils auront cette chance d'avoir quelqu'un avec eux 1 ou 2 heures par jour. Mais le reste du temps, d'avoir un assistant qui va pouvoir répondre à tes questions, qui va pouvoir partager les mêmes passions que toi, parce qu'il y a ça aussi, te cultiver, détecter aussi des T'envoyer la maladies musique que sous-jacentes. ouais, il y a ça aussi. Puis Il y a ça t'envoyer de la aussi, tu musique, vois? Parce que et cetera. Tu moi, je suis persuadé qu'avec toute cette data que ces IA vont pouvoir récolter, on va pouvoir détecter des maladies, notamment des maladies neurodégénératives, simplement, avec le temps, quand la personne discutera, tu vois? mais bah, Et donc il y François, a plein de trucs ouais. hyper intéressants. et François, tu as raison, parce que je pense qu'il y a 1 mois ou 2, je faisais une entrevue dans mon carnet avec justement une entreprise québécoise qui est en train de créer des outils comme ça et qui Mmh. permettent, c'est une petite borne qui est là et bon, ils n'avaient pas Alexa Plus, là, ils sont branchés sur Anthropic ou OpenAI au niveau du LLM là, qu'ils utilisent, mais c'est ce que c'est. C'est un appareil qui est là pour avoir une conversation avec la personne, mais aussi engranger de l'information au niveau de l'éloquence de la personne, de la présence d'esprit de la personne. Et à un moment donné, quand il y a des changements, puis ça, c'est un choix que les gens peuvent faire, c'est de dire, ben, alerter des proches. Si vous remarquez des changements dans son comportement, des absences dans son comportement, ben, il est possible d'aviser, et ça, c'est dans les résidences de personnes âgées, là, Bien où ils sûr, sont en bien train sûr. d'équiper ça, et ça permet d'avoir un surplus de services et de supervision des gens, dans certains cas, où ils acceptent de le faire. Et dernière chose, si je puis me permettre, Mmh. je trouve que là, toutes ces compagnies qui ont déjà un écosystème avec du hardware et des enceintes ont une avance incroyable sur les autres. Tu as Et raison. je pense notamment à OpenAI. OpenAI a sans doute l'assistant vocal le plus efficace, mais le problème, c'est que tu peux pas t'en servir. Ou alors il faut que tu prennes ton téléphone, que tu appuies sur un bouton. C'est Mmh, impossible. mmh, 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 Et mmh. je pense que OpenAI devrait sortir aussi une enceinte comme ça, tu Mais ça vois? va, mais c'est ce qui s'en vient. Positionne Ouais, ça vient, mais tu vois, Ouais, alors c'est bon, moi je pense que ils nous font patienter avec leur smartphone, IA, et cetera. Mais ils devraient sortir déjà une enceinte toute simple, Ouais. connectée à ChatGPT. Parce que
ça serait une porte d'entrée sur plein de choses qui seraient intéressantes. Ouais. Tu es Parce un que visionnaire, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'ils vont nous annoncer en plus de leur téléphone. ouais, moi je Bah pense que ça va oui, être oui, mais il faudrait un qu'il truc comme annonce ça. vite, tu vois? Parce Ouais, que Apple est en train de se préparer avec un Siri, tu as raison. intelligent. Il y a Mmh. déjà Google Home qui est Alexa qui passé est par là, ouais, ouais. qui est passé à Gemini. Il y a Alexa, tu vois? Il commence à avoir du monde. Mais tu sais, Donc François, voilà. ce que tu dis là, le fait que ce soit tellement facile à utiliser, et cetera, moi, ça me rappelle, ce que nous expliquait il y a de longues années déjà, tu sais, Rafik Smati qui, non pas Avec son Rafik Smati, Avastag. pardon, je salue Rafik au passage, mais c'était pas lui, c'était Rafi Aladjian, qui nous disait: Oui, «Mais Rafi Aladjian. Rafi Aladjian, internet va devenir pervasif et l'IA va devenir pervasive». Ça veut dire qu'elle est partout à la fois et c'est vrai. Moi, j'ai des Alexa quasiment dans toutes les pièces de la maison. Du coup, quand je dis Alexa, il y en a toujours un qui va me répondre. Donc je ne me soucie plus de savoir où je dois être ou sur quel bouton je dois appuyer pour communiquer. Elle est là, comme quelqu'un, alors si je suis un peu loin, évidemment, il faudra peut-être que je parle un peu plus fort, mais comme quelqu'un, tu vois, qui est dans une autre pièce de la maison. Donc il y a ce côté, pervasif qui est super important et tu as raison de le souligner, François. Et après sur l'analyse, Mais juste un mot sur l'analyse de la voix, de l'analyse des pathologies. Moi, j'ai interviewé il y a pas quelque temps, une start-up que tu connais peut-être qui s'appelle Calliope et qui a développé un système qui permet justement de, diagnostiquer des, pathologies mentales, de la dépression principalement, mais aussi d'autres choses, uniquement par l'analyse de la voix, la manière dont on parle, la manière de moduler les mots, comment les mots sortent de la gorge, de machin, et cetera. Juste comme ça, c'est une IA qui peut dire si cette personne est, soit réellement dépressive, soit il y a un terrain dépressif, et cetera, et cetera. Donc c'est exactement, ce que tu dis, ça ces technos existent déjà, en fait. Mais on se rend pas compte de la puissance de tout ça parce que, même en situation d'urgence, imagine une Mmh. personne âgée se sent mal et cetera, «Alexa, Ouais, je me sens mal, appelle les pompiers». Tu vois? C'est Mmh. c'est tellement plus simple bien sûr, que de que prendre un d'appuyer sur un téléphone, on bouton, sait pas prendre où un il est. téléphone, Enfin, tu vois? C'est je veux dire, et même demain, on pourra je suis persuadé que ces IA détecteront les chutes simplement avec les micros ou avec des capteurs. Enfin, il y a plein de trucs ça, vivement que ça arrive, ça vivement que ça arrive. Parce que ça va permettre à plein de personnes de rester le plus longtemps possible chez eux, avec un minimum d'assistance, tu vois? C'est passionnant. Bon, alors on est là à chanter les louanges de l'IA, parce qu'on est, nous, un peu, techno-addicts, mais est-ce que vous entendez, les amis, cette petite musique inquiétante, je dirais, de la contestation qui commence à monter, autour de nous et sur le thème de l'intelligence artificielle? Alors, ça se manifeste de différentes manières. Aux États-Unis, il commence à y avoir des manifs anti-IA. Il y a eu, une prise de parole d'Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, dans une université qui a été hué par, des étudiants lorsqu'il a prononcé le mot, artificial IA. intelligence. Il y a des manifestations, plus ou moins actives ou en tout cas des mouvements, des pétitions et cetera. En Europe, à Berlin, je crois qu'il y en a eu en France aussi contre les implantations de data centers pour, notamment les raisons qu'on exposait tout à l'heure. Et puis, je dirais, alors on va peut-être pas tout mettre sur le même plan, mais il y a eu ce mois-ci la fameuse encyclique du pape, sur l'intelligence artificielle qui, eh bien expose de manière très large toutes les risques de dérive, les risques de danger pour l'humanité, de l'IA. Donc tout ça entre un peu en résonance. Bref, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de début de vague anti-IA. C'est pas encore un tsunami, mais est-ce que ça ne va pas, est-ce que ça ne risque pas d'aller plus loin? Et comment expliquer ce phénomène? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez senti ce truc-là? François, Bruno? Bah, moi, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a, les réfractaires aux nouvelles technologies. Ils ont Mmh. toujours existé. Rappelle-toi, Jérôme, il y a 25 ans, quand, les smartphones étaient arrivés, moi, j'avais des copains qui disaient: «Moi, jamais j'aurai Ouais, de smartphone», tu vois? exactement. Tu pas à les joindre sur les téléphones portables, ils en voulaient pas, Ouais, ils voulaient ouais, pas de téléphone portable. Et puis, 6 mois après, c'était les premiers à envoyer des SMS, tu vois? exactement. Ça non, mais c'est vrai, Ah ça, oui, oui, c'est mais tout à fait il vrai. faut le dire. Rappelle-toi aussi les réfractaires au paiement sur
sur Internet. Pendant des années, il y a plein de gens qui disaient « Moi, ma carte bleue, jamais je la mettrai sur Internet parce que j'ai tellement peur. » Et puis, paf, tu vois, aujourd'hui... et donc, il y a cette première partie, si tu veux, des réfractaires qui, d'une manière, on va dire, presque compulsive, sont contre l'innovation. Voilà. Ça me fait penser aussi, tu sais, aux taxis robots à San Francisco. Au début, il y avait une vague de mécontentement des gens qui jetaient des cônes. des cônes les cônes devant les voitures pour qu'elles s'arrêtent, Ouais. si tu veux. Et puis même, je crois qu'il y en a qui ont reçu des pierres. Enfin, ça allait un peu loin, tu vois. Et puis finalement, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Et je suis persuadé que les mecs qui jetaient des cônes, maintenant, c'est les premiers à voir l'appli Waymo pour prendre un robot taxi. Ça, c'est la première partie. Puis après, je pense qu'il y a une deuxième partie des gens qui se disent cette IA va piquer mon job. Eh oui, bien Et sûr. là, on peut les comprendre. Enfin, moi, je trouve que là, c'est beaucoup plus compréhensif. Compréhensible, pardon, comme réflexion, parce que tu te dis, c'est peut-être encore, il est peut-être encore temps d'arrêter en fait cet emballement sur l'IA avant que ça fasse exploser notre système social, si tu veux, et notre société, et même notre civilisation. Donc, cela, je les comprends un peu mieux. Je suis pas persuadé que le fait de manifester soit la meilleure solution. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux essayer d'embrasser ces technologies pour mieux les maîtriser et mieux les dompter pour que, justement, tu puisses en sortir grandi et, à la limite, encore plus nécessaire dans l'organisation de ton travail. Mais ça se comprend. On peut comprendre, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui, nous, on est dedans, etc. On peut comprendre qu'il y ait des gens qui soient un peu stressés par ça. Et dans tu parlais de 2 catégories, François. Moi, j'en rajoute une troisième. Il y a les gens qui sont de l'école de pas dans ma cour. Et là, Jérôme, tu mentionnais les centres de données. Ça fait quelques mois, pour pas dire un an, qu'on commence à voir aux États-Unis la contestation maintenant quand il y a des projets qui sont amenés dans les municipalités pour avoir la création d'un centre de données. Les gens ont vu ce qui s'est passé en Arizona, les gens ont vu ce qui s'est passé au Texas, où l'eau potable, elle disparaît parce qu'ils la siphonnent pour refroidir leur système. Et puis, l'électricité, la facture est partagée avec la collectivité pour arriver à payer l'énergie que ça prend pour faire rouler ça. Et puis le pire, c'est que ça ne crée pas nécessairement toujours de l'emploi parce que les boulots qui sont demandés pour monter ces centres de données-là, des électriciens, des plombiers, ça court pas les rues dans des petites municipalités. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, mais il n'y en a pas une cinquantaine ou une centaine comme ils vont en avoir besoin là, pour monter des grands centres de données. Donc, il y a cette contestation-là qui est là en disant, ouais, moi, j'ai rien contre l'IA, mais venez pas installer ça chez nous. Et ça, je le vois souvent, ça. Oui, mais ça a toujours existé. Oui, tout à fait. En France, on a connu ça avec les centrales Amazon. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait ou même les centrales nucléaires. Même des centrales nucléaires. Ouais. Donc, je trouve que tu as raison, mais ça rejoint un peu ma première catégorie. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui sont contre l'innovation d'une manière, qui ont peur aussi peut-être de ces changements, tu vois. Mais oui, il y a aussi l'aspect environnemental, tu as raison. Je pense qu'il y a des choses très concrètes. Ce que tu dis sur les data centers, on comprend les inquiétudes, mais on sait aussi que c'est des choses qui pourront être solutionnées. Je veux dire, c'est peut-être parce que tout s'est fait de manière un peu débridée, c'est les États-Unis, etc. Bon, il y a moyen d'encadrer un peu tout ça. Sur l'énergie, on en parlait en début d'émission. Bien sûr qu'il va falloir trouver d'autres sources d'énergie. Il faut pas faire n'importe quoi. Au début des cryptos en Chine, il y avait des villages qui se retrouvaient privés d'eau parce que, ou je sais plus quoi, enfin c'était dramatique, parce qu'on installait des fermes de minage de Bitcoin et ça pompait pareil, l'eau, l'énergie, etc. Bon, tout ça, tu peux encadrer. Mais ça, bon, c'est des cas extrêmes. Oui. Heureusement qu'il n'y en a pas. Ça court pas les rues. Ça, on ne connaît pas vraiment ça en France et en Europe parce que justement, chez nous, c'est beaucoup plus réglementé. Il n'y a pas beaucoup de data centers non plus. Mais après, le syndrome que tu évoquais, Bruno, le pas dans ma cour, ça veut dire, c'est aussi comme les gens qui disent, ah, mais tu sais, dans les villages, ah, mais nous, on n'a pas de réseau, monsieur l'opérateur, faites quelque chose, on veut pas être une zone blanche. Ok, on va vous mettre une antenne. Ah non, pas d'antenne, hein. Non, ça vous met. Ah bon, mais oh mec,
Tu veux quoi? Tu veux Ouais. de l'IA, tu veux basculer dans le 21e siècle, tu veux pouvoir profiter, de tout ce que ça va t'apporter, même si pour l'instant tu ne vois pas encore trop. Ben oui, il y a peut-être un prix à payer. Alors bien sûr, quand tu habites à côté du data center, tu vois pas les choses de la même manière et OK. Mmh. Bon, ça, c'est des choses concrètes. Après, il y a une deuxième sur les interrogations par rapport à l'emploi et par rapport à tout ce que ça pourrait déstabiliser dans la société, ce que tu évoquais, François. Là, c'est quand même encore beaucoup plus vague. On ne sait pas trop où on va. Et moi, la question que je pose et que je posais pas plus tard que ce week-end dans Monde Numérique, j'ai fait un petit édito pour dire aussi que la faute, c'est peut-être celle des grands décisionnaires et justement des grandes entreprises d'intelligence artificielle. Et je pense très clairement à des gens comme Elon Musk, Sam Altman, Dario Amodei, qui depuis des mois, voire des années, agitent le chiffon rouge en disant «Ah, mais l'IA, mais vous vous rendez pas compte, ça peut être le diable, l'IA, ça peut être la fin de l'humanité, ça va prendre votre travail». Ils font peur. Pourquoi ils font peur? Parce qu'il y a un business de la peur. C'est un argument marketing pour frapper les esprits, attirer les investisseurs malgré tout, et puis aussi pour peut-être attirer l'attention de l'État pour qu'il y ait de la réglementation afin de brider les autres, les concurrents qui vont trop vite. Parce qu'ils sont dans une espèce de train où ils sont obligés tous d'aller de plus en plus vite. Donc si personne siffle à la fin de la récré, eh bien ça va continuer comme ça. Mais à force d'avoir fait ça, c'est eux aussi qui ont instillé cette peur. Et alors moi j'en parle ce week-end parce qu'il y a un truc qui m'a frappé. Là, c'est un entrepreneur américain qui a fait un post qui s'appelle «J'accuse», en reprenant l'image du billet de l'article d'Émile Zola à propos de l'affaire Dreyfus. J'accuse la Silicon Valley d'avoir bousillé en fait le rêve de l'intelligence artificielle. Et je trouve que ce point de vue est assez intéressant. Ils sont en partie responsables, ces gens-là. Mais tu as vu que, alors c'est intéressant parce que la plupart des personnalités de l'IA que tu citais sont revenus un petit peu sur Eh ben sur voilà, leur point de vue. exactement, comme par hasard, Que ce soit Dario comme par hasard. Amodei, Sam Altman aussi, et Ouais, puis même tout à Arthur fait, Mensch, absolument. qui, il y a quelques mois de cela, disait effectivement, on peut s'attendre à quand même à une chute vertigineuse des emplois à cause de l'IA, et qui là revient sur ses propos en disant bah, finalement, on s'est peut-être un peu trop emballé, et l'IA ne va pas être aussi destructrice, en tout cas pas tout de suite, d'emplois. Ouais. Donc, tu vois, Oui, mais en fait, ça, on est tellement sur un truc nouveau que personne dit tout et n'importe oui, quoi, mais en je fait. pense que C'est ça qui est. ça apporte de l'eau à mon moulin parce que ça prouve aussi que c'est peut-être une prise de conscience du fait qu'ils sont allés trop loin et que ça peut se retourner contre eux, cette espèce de Oui, et discours puis il y a aussi cette prise de de peur. conscience. Il y a cette prise de conscience aussi de se dire qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied en accusant l'IA de tous les maux, tu Bien vois. sûr, D'un coup, j'ai évidemment. l'impression qu'ils sont un peu plus intelligents en se disant on va calmer le jeu, on va arrêter d'être anxiogène avec ce truc-là, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, tu vois. Évidemment. Et Comme Jérôme, si tu disais, le monsieur d'Agendas disait ouais, bon, écoutez, mangez pas plus d'impôts par mois parce que vous allez grossir, tu vois. Il dira jamais ça. C'est. mais, Ah, Il mais devrait pour, me le dire. Il devrait Ouais. me le dire souvent, mais Ouais. il me le dit pas assez. mais pour ajouter de l'eau à ton moulin, Jérôme, il y a aussi les déclarations de gens comme, c'est quoi, c'est le patron de l'apprentissage profond de chez NVIDIA qui, dans d'une entrevue, on en a déjà parlé, je pense, dans le débrief, dans une entrevue de façon presque inoffensive, mais sans trop y penser, a dit que finalement, il s'est rendu compte que avec tous les gens qu'il a, je le cite pas mot à mot, là, avec tous les gens dont il s'est départi, qu'il a foutu dehors pour que leur travail soit remplacé par l'IA, ben finalement, ils sont en train de se rendre compte que ça coûte beaucoup plus cher utiliser Ouais. une IA Il y a ça que aussi. d'utiliser des humains. Ouais. Et ça, on le voit de plus en plus dans des grandes entreprises. Uber, ils ont fait le même constat. Et là, ben, il y a comme une prise de conscience parce que il y a des entreprises qui ont investi énormément dans les 2 dernières années et là, commencent à faire la colonne des chiffres. Ils disent, ben, coudonc, finalement, avec des humains qui faisaient le même travail, peut-être avec plus de temps, mais ça coûtait beaucoup moins cher. Ouais, Alors, ça, il y a ça aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Fallait passer par là, parce qu'il y avait des chantres qui nous avaient bouleversés de leurs chiffres et de leurs prédictions. Et là, on fait un réajustement du tir. exactement. Bon, bah écoutez, voilà, je pense qu'on a été très mesuré et assez exhaustif hein, sur tout ce qu'on peut dire sur l'IA aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'est comme dit Non, François, mais de toute de façon, nous d'une coconote.
On ne sait pas trop où on va, mais donc vous avez gagné une coconut chacun, les amis. Ouais. Ah, super. Merci fais la beaucoup. livraison? Merci. Ouais, je ferai la livraison. Non, mais Ok. c'est toi qui tu vas venir la chercher. Tu viens bientôt, OK, non je vais aller la chercher. Bruno, tu viens bientôt ou pas? Tu viens à Oui, Vivatech? je vais Ah. aller vivatequer. Voilà. Ouais, bon, trouver des noix de coco à Paris, il faut te lever tôt quand même. Hein. Bon, on trouve tout à Paris. Au marché là, de la douane, il y a De pas Rungis. ça, ils font pas de la Rungis. saisie? Oui, si. On Ouais, trouve. Rungis peut-être, mais bon, OK. c'est pas l'endroit idéal. Hein. Vaut mieux que t'ailles D'accord. aux Bahamas. Ouais, c'est vrai. Bon, C'est Vivatech aux Bahamas, pas gagné. Bon, en tout cas, tu seras le bienvenu. On t'attend mi-juin pour le 10e anniversaire de Vivatech. C'est pas rien quand même. Hein. Ce salon que même les Américains nous envient. Merci beaucoup, les amis. En tout cas, sur le TechCrunch. Ouais. En tout cas, ce TechCrunch. Désolé pour les galères techniques, aussi bien à vous deux qu'aux gens qui nous regardent. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Grand Débrief. Et surtout, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs téléspectateurs sur nos médias respectifs. Continuez à vous suivre. François sur BFM Business tous les soirs du lundi au jeudi. C'est ça? Pour Tech & Co, la C'est ça. quotidienne. Voilà. Et Bruno sur tous les écrans de la Terre, dans toutes les langues, tous les jours. Le mec, il peut pas être plus partout, tu vois. Je disais C'est incroyable. Alexa est pervasif, mais Bruno est pervasif. Il a dit, tu soulèves une cocotte, il y a un couvercle, il y a du Bruno dessous. Dans votre langue, en plus. Donc, continuez à En suivre plus, 120 ouais. secondes de tech et ton carnet. Mon Et carnet. puis, vous qui êtes sur Monde Numérique actuellement, continuez bien sûr à écouter, à regarder Monde Numérique, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. On vous dit à très bientôt. Ciao, bye bye. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Je vais enregistrer juste pour le plaisir. C'est démoniaque. Oh là là. Mais François, Oh, ça me regarde-moi. rappelle que la production technique, c'est un métier en soi. C'est un métier, bien sûr. C'est pas une question de mais oui, mais putain, les Espagnols, je les déteste. Hein. L'écho en plus. Oh là là là. là. Ouais, mais... Ouais. Arrête. Attends, j'en meurs. Pourquoi j'ai pas les écouteurs sur le iPhone? Oh mon Dieu. Putain. Ça m'a jamais fait ça. Ah, j'aurais voulu enregistrer cet écran-là. moi. Ah, c'était tellement bien. Ouais. Oh non. Alors là, il me dit que je suis sur les AirPods Pro. On dirait qu'il y a une cigale qui est rentrée dans ton bureau. Il me dit que je suis sur les AirPods Pro et je ne m'entends pas. Oh mon Dieu, on a l'impression que tu es sur la Lune avec Artemis. Oh, Mars, pas la Lune. Mars. Ah, pas ça. Bonjour. Arrête tout. C'était une mise à jour de Elgato qui m'a foutu dans une mouise, pas possible. Ah putain. Espace. Frontière de l'infini. Ça y est. Oh! Attends, là, je vous aide. On va enregistrer avec l'iPhone. Ah, mais j'ai Non, plus ça, d'image. méchant. Oh putain, alors là, t'as le son d'un DJ des années 80. Ah, mais je peux enregistrer sur la- Arrête. C'est Ah n'importe putain, il y a quoi. quelqu'un qui m'appelle. C'est vraiment merde, pas le moment. c'est le super. gâteau. Voilà. Vraiment pas, tu vois. C'est le gâteau qui t'appelle. Il n'y a plus rien qui marche avec la chaleur. Bonjour, comment s'est passée la mise à jour que nous avons faite depuis l'Espagne? Je Je suis ne vous entends colombien. plus, je ne vous entends plus. Ah, Aïe, ça c'est aïe, aïe. embêtant. Ah, l'histoire de Jérôme. Oh là 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 là. Ah, merci. C'était presque thérapeutique. Ah ouais, ça fait du bien, pétard. Oh boy.